Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission littéraire présentée en partenariat avec l'Association des auteurs des Laurentides et TVCL. Cette émission revient régulièrement pour vous présenter différents auteurs de la région en lien avec des thèmes liés à leur écriture. Cette émission est diffusée non seulement sur TVCL, mais aussi sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides, donc vous pourrez revisionner l'émission quand bon vous semble. Aujourd'hui, l'émission vous propose une rencontre intime dans l'imaginaire de M. Michel Bouvrette, de M. Marc Sauvageau et de moi-même, Hugo Monticone. Le thème de cette émission est les expériences de vie qui stimulent l'écriture. Donc, tout au long de l'émission, vous allez découvrir comment nos différentes expériences nous ont motivés dans l'écriture de nos écrits. Dans la première partie, nous allons rencontrer Marc Sauvageau, qui est vraiment un artiste multidisciplinaire. Il est autant slammer, conteur et auteur, entre autres, du livre « Et Dieu créa les animaux à notre image ». C'est un médiateur culturel hors pair qui a rencontré jusqu'à ce jour plus de 40 000 étudiants et élèves dans les écoles du Québec pour présenter ses projets. Il est toujours bouillonnant d'imagination et c'est vraiment un passionné des mots. Alors, Marc, bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour, bonjour. Donc, qu'est-ce qui te donne l'impulsion et l'énergie d'écrire? Plusieurs choses peuvent me donner l'impulsion d'écrire. Je pense que c'est principalement le moment présent, les gens partant, ce qui se passe là. Ça peut être aussi des contraintes. Je suis une personne qui aime beaucoup les contraintes. On me donne quelque chose, on m'oblige à écrire. Mais à la base, je pense que c'est un désir d'exprimer des choses, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. Donc, on regarde autour, puis on est témoin de plein de choses dans notre monde. Puis à ce moment-là, moi, ça me donne le désir, finalement, d'exprimer ça en mots. À travers ça, puis vraiment ancré dans quelque chose qui est là, qui se passe dans le moment présent, je pourrais dire, en tant que tel. C'est bon. Moi, je suis curieux de savoir, parce que tu as écrit un livre de fables qui s'appelle « Et Dieu créa les animaux à notre image ». C'était venu où, cette idée-là, ce thème-là? Et Dieu créa les animaux à notre image est vraiment apparu dans le creux d'une pensée, on peut dire, à un moment de ma vie où je ne voulais pas écrire. Ah. J'étais en pause, j'étais en convalescence, et je m'étais dit, non, là, c'est fini les projets, c'est fini le surplus de tout. Je me repose, je relaxe, je prends le temps de guérir. Et à ce moment-là, j'étais assis dans une chaise à l'extérieur, à l'automne. Je regardais les oiseaux passer dans le ciel et je trouvais ça très beau. En même temps que mon neveu était là, un neveu qui avait à ce moment-là probablement 7 ou 8 ans. Et je le regardais jouer tranquillement. Quand dans un coin, tu sais, en cinéma, on dirait, en hors-champ, là, je voyais quelque chose qui était là, dans le coin, juste très près de moi. Puis je ne savais pas c'était quoi. Jusqu'à temps que je me retourne et je vois dans une toile d'araignée, une araignée assez grosse pour me surprendre et faire « Wow! Qu'est-ce qu'elle fait là à côté de moi? » Puis je l'avais pas vue, puis elle était là depuis je sais pas combien de temps. Et la première image qui m'est venue en tête, directement à ce moment-là, c'est « Aïe, c'est beau! L'étoile d'araignée. » L'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée, puis là, ça m'a amené une histoire en tête que je me suis dit, puis je dis, hey, je vais offrir ça à mon neveu. Et là, je suis parti, sans plus attendre, j'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire. Une araignée aux cheveux étoilés a tissé une toile de soie étoffée entre deux pointes d'une étoile argentée. Puis là, ça continue comme ça. Et au bout de la ligne, ça a donné un beau petit poème. Ça reste de même. Je me lève le lendemain matin, paf, une deuxième histoire apparaît. L'histoire d'un bison. Un bison dénommé Bisou. Puis là, je vais partir là-dessus, c'est sympathique. Tu sais. C'était-tu un bison qui était apparu comme ça? Non, il était apparu en rêve. Ça, c'est vraiment drôle, parce que vraiment, c'était apparu en rêve, un bison. Là, qui est troisième journée, je pense que c'était là. Je suis pas certain de laquelle était la troisième journée. Même chose. Mais là, c'était une histoire, selon moi, d'une cuillère. Une spatule puis une cuillère, tu sais. Puis je dis, bon, je vais écrire là-dessus, j'ai eu du fun hier puis avant-hier. Quatrième journée, l'histoire d'une libellule. Et là, j'ai fait, wow, il se passe quelque chose. C'est ça. Là, il se passe quelque chose, il faut que je continue. Puis là, j'ai viré ça de bord, j'ai dit, hey, j'ai 40 jours de convalescence, là, ben, je vais en écrire une par jour. Wow. Finalement, j'en ai écrit 43. 43 histoires comme ça, toutes des petites histoires écrites en rime, qui a donné un premier tome, le tome 1 de « Et Dieu créa les animaux à notre image », puis qui a abouti aussi à un spectacle.
Et ça, c'est super intéressant parce que au bout de la ligne, ça m'a donné envie de m'exprimer moi sur scène. Et ce que je faisais pas avant, j'étais plus une personne derrière qui aimait bien jouer avec les mots, qui aimait peut-être aller faire de la radio, qui se cachait un peu. Mais là, je disais, je vais assumer quelque chose sur scène. Et depuis ce temps-là, le spectacle Et Dieu créa les animaux à notre image a été présenté plus de 250 fois. Puis ça a ouvert la voie à plein d'autres créations par la suite. Mais ça a été comme ça. Donc, si on vient vraiment à répondre à ta question, c'était dans le creux d'une pensée, là, quelque chose, un moment que je voulais pas. J'ai fait le vide et les idées se sont imposées en moi. Et ça a donné un beau petit projet sympathique. On pourrait dire que c'est une parenthèse dans ma démarche créatrice. Puis en même temps, une belle parenthèse qui m'a amené encore aujourd'hui à vivre un peu de ces créations-là. Mais justement, tu parles de tes créations, mais elles sont vraiment variées. Tu as des BD, tu as un spectacle jeunesse, tu as des contes, tu fais du slam, tu as vraiment une palette diversifiée. Qu'est-ce qui unit tout ça? C'est quoi la ligne directrice de toutes tes créations? Ce qui unit tout ça, là, c'est une très bonne question, Hugo. Merci. Ce qui unit tout ça, c'est vraiment, je pense, c'est les mots, premièrement. C'est la poésie. Je pense que dans toutes ces créations-là, ça m'a pris du temps à réaliser ça, que j'étais un poète. Dans le fond, veux pas, parce que je me qualifierais pas de poète, malgré que maintenant je me qualifie de slammer, parce que c'est ce qui me propulse en avant de ce temps-ci. Mais c'était vraiment, j'ai découvert ça, que c'est la poésie, la beauté des mots qui rejoignent chacune de mes créations, peu importe dans laquelle, dans une pièce de théâtre, mais ça va être le chercher quand même à travers les mots, à tisser la toile de la pièce de théâtre, à travers un spectacle, ça va être la même chose. Je suis un conteur, mais est-ce que je suis un conteur ou je suis un slammer? Je suis un conteur poétique ou je suis un slammer conteur, qui raconte des histoires, mais dans tous les cas, c'est les mots qui sont en avant-plan. Puis encore, je reviens au moment présent, tout ça est uni par le moment présent. Par le temps. Pour moi, là, c'est super important. Les créations, c'est comme une étincelle capturée, amplifiée par la loupe de la pensée. Fait que c'est dans l'expérience du moment présent que tu trouves ton inspiration. Exactement, que je trouve là. Puis après ça, on amplifie ça par, la loupe du mental, là, par la loupe de notre imagination. Puis à travers ça, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est comme... pour moi, c'est une symphonie, tu sais. C'est comme une symphonie. On place des mots à gauche, à droite, on met ça ensemble. Une peinture, on lance des couleurs, on lance des mots sur une toile. Je fais souvent l'exercice, comme dans Et Dieu créa les animaux à notre image, de me créer un champ lexical. Il va pas toujours servir, tu sais, mais... Puis je le faisais sans le savoir encore là. Je l'ai appris en allant dans les écoles, là, que je faisais un champ lexical. Moi, je me mettais des mots comme ça qui me servaient de banque d'idées et tout. Puis à un moment donné, j'ai compris, je fais un champ lexical. Moi, là, j'ai appris ça, bon, c'est bon. Mais à travers ces mots-là, je vais aller tisser mon histoire, mes poèmes, dans le fond, qui sont sous différents formats, que ce soit un film, une pièce de théâtre, un conte, un récit, ou comme l'histoire que je vais vous parler un peu plus tard, probablement. Quelque chose qui me tente de vous exprimer aujourd'hui en lien avec une expérience que j'ai vécue. C'est fascinant de voir que c'est tout ancré sur ta personne, sur ce que tu vis au moment présent, et ça se répercute autant dans tes livres que sur la scène. Mais qu'est-ce qui est plus important pour toi entre l'écriture ou la scène? Bonne question, parce que vraiment, pour moi, l'écriture est essentielle. L'écriture vit sans la scène. Parce que tous mes projets, peu importe lequel, partent de l'écriture. Mais souvent, vont aboutir à la scène. Parce que pour moi, le jeu, de m'amuser avec ce que j'ai écrit comme la matière première, qui est l'écriture, est comme essentiel. Sauf que, veux pas, je pense que si tu me demandes d'enlever un des deux, je garde l'écriture. Okay. Je garde l'écriture parce que c'est la partie dans laquelle je suis comme vraiment comme dans mon élément. Quand je me mets chez moi ou peu importe où, sur le bord d'une rivière à écrire, j'oublie tout. Puis là, je suis vraiment, c'est ça, je reviens à ce qui est peut-être le plus essentiel pour moi. Je reviens ancré dans le moment présent, je reviens là et j'écris, puis tout est possible. Tout est beau, tout est possible. Sur scène, c'est toujours un défi. Ouais. D'arriver, puis t'as toujours, OK, là, c'est là encore là. C'est là que ça se passe. Il faut interagir, on ne sait pas comment ça va aller. Il y a un doute, il y a toujours un doute, puis c'est ce doute-là aussi en même temps que j'aime, cette espèce de challenge-là, de dire hey, comment je vais aller charmer mon auditoire, comment je vais aller les chercher, comment je vais interagir, est-ce que ça va bien réagir, est-ce que ça va bien... Ouais. Puis le jeu à travers ça, tu sais, de m'amuser à m'exprimer puis à improviser. Là.
aussi. Donc, Puis tu parles que ton inspiration, c'est lié à tes expériences de vie, ton expérience du moment présent. Est-ce que tu as des expériences qui t'ont plus stimulé ton désir de raconter ou de créer ou de partager avec les lecteurs? ouais. Ben, d'abord, mon plaisir, mon désir d'écrire est né à l'adolescence. Là. On faisait avec des amis des petits scénarios de base, là, des films qu'on improvisait principalement. Puis à un moment donné, je disais, hey, ça serait le fun au lieu d'improviser, d'étoffer ça un peu puis d'écrire quelque chose. T'sais. Ça a donné une longue pièce de théâtre de 2 heures et quelques, nommée Gouab de Gouab, qu'on n'a jamais joué parce qu'évidemment, il n'y avait personne dans la gang qui était assez comédien pour monter ça et tout. Mais ça m'a amené le plaisir de réaliser, ah wow, vraiment, là, il y a quelque chose là-dedans, j'ai vécu quoi. Après ça, c'est les autres expériences de vie, pas une rupture amoureuse, un amour utopique au cégep qui complètement m'a amené à écrire un livre que lui non plus n'a jamais été publié parce qu'il a été porté disparu à un moment donné. Je me l'ai fait voler par un voleur là, qui est rentré chez moi et qui a volé mon coffre-fort dans lequel était le livre. C'est complètement absurde, fait que j'ai jamais eu le courage de le réécrire jusqu'à maintenant. Puis après ça, ben il y a évidemment mon avalanche. T'sais, j'ai survécu une avalanche au début des années 2000. Ça, veut pas, ça a changé ma façon de percevoir la vie, ça a changé bien les choses, ainsi que ça a été une avalanche et 3 ans de convalescence. Là. D'où est arrivé le projet « Et Dieu créa les animaux à notre image » dans la fin de cette convalescence-là. Mais ça, c'est sûr que ça m'a inspiré énormément un besoin de communiquer des choses. T'sais. Puis c'est drôle parce que l'avalanche, au début, c'était pour moi, j'avais pas envie de le partager. Okay. Mais à un moment donné, je me suis fait inviter dans une école. Puis là, j'ai réalisé que, wow, il y a quelque chose à dire là-dessus. Ça vient toucher les gens, ça vient les ébranler, il y a des questions pertinentes. Je pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Puis là, ça m'a amené à développer un spectacle sur cet événement-là. Puis ça, c'est l'effet contraire, dans le sens que normalement, je vais l'écrire avant le spectacle. Là, c'est l'inverse. J'ai eu la performance, et là, j'étais en écriture. Okay. Ben, j'étais en réécriture parce que le livre a été écrit, réécrit, puis là, j'étais dans la dernière phase d'écriture de ce projet-là, en tant que tel, où on va voir où ça va mener. Mais c'est un projet, veut pas, qui me porte depuis maintenant presque un bon bout, là, quasiment 18 ans dans le fond, qui est en moi, puis de le raconter, de le faire, de le partager, mais ça m'oblige à quelque part moi-même me rappeler cette fragilité-là. De revivre cet événement-là à travers l'écriture. Ouais. Donc, prendre le ton aussi. Quel ton que ça prend, cette œuvre-là? Témoignage. Que tu appelles Chic-Choc, je crois. Chic-Choc. Chic-Choc qui veut dire barrière infranchissable. Et c'est arrivé dans les Chic-Chocs en Gaspésie, donc, mais il y avait vraiment un bon sens à ça. Barrière infranchissable. Et puis, c'est un témoignage, je me livre avec toutes mes faiblesses et mes forces aussi là-dedans, là, mais surtout les côtés, les penchants de l'époque où j'étais et comment j'étais et ce que je pourrais, comment j'aurais peut-être pu éviter ça, d'une certaine façon. Tu as une relecture de cet événement-là, et tu vas nous en faire profiter dans l'écrit. Dans l'écrit, effectivement, je me livre, c'est comme un livre ouvert sur mon existence, où j'étais à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a amené à croire que je pouvais faire ce genre d'activité-là. Dans le fond, c'est une expérience négative dans ta vie, mais est-ce que tu arrives à le transformer de façon positive pour les auditeurs? Ils vont en chercher quoi? Une inspiration? Ouais. Une inspiration, un côté, ça touche à la résilience, ça touche à plein d'aspects de la vie. Ça revient encore là, la fragilité de la vie a un côté, on pourrait dire, sensible, où on pourrait dire ça peut être négatif, on veut pas mourir, mais au contraire, cette espèce de sensibilité-là, cette fragilité-là, c'est elle qui doit nous propulser en avant pour réaliser, hey, qu'est-ce que t'as... Si t'as une chose à faire dans ta vie, là, la plus importante, fais-la, tu sais. Fais-la parce que tu sais jamais, tu sais, quand ça va s'achever, là, tu sais pas, là, quand tu te lèves le matin, s'il va pas y avoir un drame quelconque, un arbre qui va te tomber sur la tête, tu sais, fait il faut en profiter maintenant, tu sais, fait que c'est un peu ça qui ressort de ça. Puis cette espèce aussi de tu sais, à l'époque, j'étais plus fort que tout, là, j'étais invincible. Tu sais, puis à un moment donné, tu réalises, on est-tu invincible, tu sais, puis on a des fois, on a tous, un moment ou un autre, cette pensée-là dans notre vie, de dire, ça peut pas m'arrêter.
Il n'y a, Ouais. rien qui m'arrive, hein, voyons donc. Fait que c'est un peu ça que je pense que ça... Mais en même temps, ça peut être, tu sais, dans le fond, quand on se sent invincible, c'est là qu'on dépasse nos limites. Tu sais, faut pas, c'est quelque chose qui peut être positif, mais peut-être pas aller trop loin non Ouais. plus. Ouais, ce que moi j'essaie d'apporter aux gens dans cet aspect-là, c'est le côté passion. Tu sais, je leur dis, mettons, je prends souvent l'exemple mettons, un skieur olympique, de descente, tu sais, le descente rapide, là. On s'entend, là, il risque sa vie à chaque descente. Puis Ouais, il c'est sait. ça. Puis il sait, mais en même temps, c'est sa passion, c'est sa vie. Je veux dire, s'il meurt là, il va avoir accompli ce qu'il avait à accomplir. Tu sais, tandis que moi, mettons, faire du ski sauvage dans les chic-chocs, est-ce que c'était ma mission de vie? Avec un peu de caribou. Est-ce que c'était ma mission de vie? Tu sais, est-ce que c'était... Je veux dire, c'était une belle expérience. S'il n'était rien arrivé, c'était super une belle expérience de vie, mais ce n'était pas une expérience obligatoire pour me prouver que j'étais vivant. Tu sais. Fait que c'est là-dedans que j'essaie de jouer, dans cette fragilité-là, cette beauté-là en même temps. Mais ça dénote tout le désir de vivre au bout sa vie aussi. Et ça, avec ce que tu as parlé aussi de Dieu et les animaux, c'était aussi tout ce désir par rapport à ton neveu de pouvoir faire cet exercice-là, de montrer que ça vaut la peine la vie. Donc, les Chic-Chocs étaient au centre aussi de cette expérience-là. Tu sais. Oui, totalement. Comme l'écriture est au centre de ma vie, tu sais. Même si j'écris pas quotidiennement, comme, tu sais, il y a des gens qui sont super disciplinés, qui vont écrire chaque matin, je sais pas, 8 pages. Moi, au contraire, je vais écrire très sporadiquement. Quand je ressens le besoin, quand à un moment donné, pouf, il y a une idée qui apparaît, il faut que j'aille écrire. OK, je vais prendre des notes, puis je vais essayer de prolonger cette écriture-là, des fois, dans la nuit, ou au moment où c'est le plus opportun, mais je vais pas écrire toujours, mais ça fait quand même partie du centre des expériences de ma vie, là. À temps plein, on peut dire. Parce que j'ai toujours ça quelque part en arrière-plan. Ou en avant-plan. Puis quand on survit à une avalanche, est-ce qu'on a encore peur de quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus gros qui peut nous faire peur ou est-ce que tu as comme perdu tes peurs puis tu fais confiance au destin? Ou... J'ai jamais été une personne qui a eu vraiment peur. Tu sais, c'est ça le problème. Dans le fond, c'est ça qui m'a amené dans l'avalanche, là, que j'avais peur de rien. Puis maintenant, je peux pas dire que j'ai peur. Tu sais, je pourrais pas dire que j'ai peur de quoi que ce soit. Je suis très serein, mais si je meurs demain matin, je me sentirai pas mal. Je vais être triste parce que je vais avoir plein de choses, plein d'expériences que j'aurais pas eu la chance de vivre et de peut-être de partager avec des gens que j'aime. Mais pour le reste, tu sais, je vais me sentir que ma mission de vie va avoir été accomplie parce que je vis ma vie, tout simplement. Tu sais. Puis c'est quoi notre mission de vie? Ben, c'est de la vie, tu sais. Fait que, tu sais, non, j'ai pas vraiment peur. Tu sais. Puis on me demanderait, tu retournerais-tu faire du ski sauvage? Je sais pas. Tu sais. Je suis retourné à cet endroit-là, j'ai été au sommet, j'ai regardé la montagne. C'était pas les mêmes conditions de ski à ce moment-là. C'était des conditions glacées comparativement à l'année où on était allé, puis il y avait une tempête de neige, puis il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Mais j'ai regardé la pente, j'ai fait non. Honnêtement, je ne descendrai pas là présentement, tu sais. Pas parce que je suis traumatisé. Ben, tu sais, c'est sûr que l'avalanche est peut-être là en arrière-plan, mais j'ai regardé ça parce que j'ai pas les compétences pour descendre cette pente-là. Ce qui est fascinant, Marc, avec tout ce que tu nous as dit de ton expérience, c'est qu'on va pouvoir aussi continuer à te connaître à travers tes livres. Puis là, on va finir, peut-être terminer ce dernier segment. Puis on va se revoir après la pause. Donc, restez à l'écoute. On revient avec mon expérience aussi d'écrivain. Merci. De retour à Cause Toujours. Maintenant, nous allons vivre une expérience incroyable avec Michel Bouvrette, un poète, un artiste sincère, un artiste avec un cœur gros comme la terre, un auteur qui a marché sur le chemin de Compostelle et qui a écrit un livre intitulé « Un pèlerin dans la boue ». Oui, à la suite de son voyage sur Compostelle, sur le chemin de Compostelle. Michel Bouvrette, bonjour. Salut, Marc. Salut, Hugo. Salut. Qu'est-ce qui t'a amené à aller si loin pour trouver l'inspiration? C'est fou, hein? On pourrait marcher ici, puis on a tellement de beaux chemins au Québec. On commence à les redécouvrir parce qu'on a moins d'occasion d'aller en Europe. Mais qu'est-ce qui m'a motivé, c'est qu'on était un groupe de pères de famille
qui, depuis une dizaine d'années, ont donné le défi de prendre une fin de semaine ensemble, puis d'aller marcher, puis de parler de notre paternité, tout ça. Fait que on trouvait ça un beau moment pour s'arrêter, puis prendre le temps de se connaître. Et ça faisait 10 ans, on s'est dit, c'est beau, on marche sur le chemin, le parc linéaire de la Rivière-du-Nord, puis on s'est dit, le petit train du Nord, puis on s'est dit, on va aller ailleurs, Compostelle, ça existe. J'avais 2 de mes amis qui étaient déjà allés. Je dis, ça serait le fun. Fait qu'on a fait appel au groupe, on dit, qui c'est qui pourrait y aller? Fait que, on s'est retrouvés 3. On est allés, puis les autres gars sont restés ici, puis pendant qu'on marchait là-bas, eux autres, ils faisaient leur petite marche à tous les jours pour pouvoir nous soutenir dans ce défi-là. Mais il y avait aussi une autre motivation, c'est qu'il y avait 2 ans avant qu'on parte pour aller sur le chemin de Compostelle, ma mère est décédée. Puis moi, dans ce deuil, dans cette démarche de deuil, je voulais faire la paix avec moi-même. Puis aussi, j'avais une belle relation avec ma mère, mais je voulais comme fermer la boucle. Fait que j'ai dit, ça serait une bonne occasion de marier les deux, si on peut dire, les deux motivations. Fait que en 2016, on est partis, les 3 gars. Les autres étaient déjà sur le chemin de Compostelle depuis une semaine. Moi, je suis allé les rejoindre. On avait fait une synchronicité dans les moments. Puis je suis allé les rejoindre avec mon petit sac à dos, avec tout mon stock. Puis on a marché là-bas. Moi, j'ai marché pendant 250 km là-bas, 14 jours. C'est pas beaucoup. Il y en a qui disent tu aurais pu marcher plus. Mais je suis parti déjà avec les genoux faibles puis un problème de cheville, mais j'ai dit OK, je vais marcher à mon rythme, en autant que les autres respectent mon rythme. C'est ça qui a déclenché toute cette expérience-là à Compostelle. Mais 250 km, c'est quasiment marcher à Montréal-Québec, là, c'est quand même beaucoup. Mais puis c'est un parcours mythique, la Compostelle. Toi, qu'est-ce que tu retiens le plus beau de cette expérience-là? Bien, c'est les rencontres. Les rencontres, je disais, ça a l'air banal, c'est des rencontres. On se rencontre là, puis c'est super intéressant, super le fun. Les rencontres sur le chemin, c'est qu'on rencontre des gens qui ont tous le même but. C'est pas là-bas pour aller performer, pour dire je suis un médecin, je suis un travailleur, je suis un ancien travailleur de l'Hydro-Québec ou un poète. On n'a pas de statut social là-bas. Tout le monde a un même rythme d'aller vers quelque chose. Et le vers quelque chose, c'est ça qui est beau. Parce que la rencontre des autres, puis on ne sait pas dans quel statut social, on se rencontre pour le fait de marcher. Mais la rencontre avec soi-même, moi, ça a été la rencontre avec moi-même, sur des choses que je ne m'attendais pas du tout. Et c'est ça qui était beau, puis qui m'a dit, bon, écoute, ça vaut la peine d'aller faire cette expérience-là. Il y a eu ce qui a été le plus marquant, mais il y a eu le fait le plus difficile, ça a été le fait qu'on a marché pendant 14 jours, j'ai eu 10 jours de pluie. Ouch! D'où le titre de ton livre, Un pèlerin dans la boue. C'est ça. Et moi, ça a été marquant parce que moi, je suis un gars de soleil. Je suis un gars qui aime marcher, mais pas dans ces conditions-là. Et ça m'a marqué. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Puis, qu'est-ce que ça change dans une personne, un pèlerinage comme ça? Là, je veux dire, ça doit changer des choses. Oui, ça change. Comme je te dis au début, il y avait la motivation là, du fait qu'on fêtait comme un anniversaire de 10 ans de marche avec les pères de famille, mais le fait de ma mère, tu sais, le deuil. Et ce qui a changé, c'est que je me suis aperçu que malgré que je voulais aller toucher à ces points-là, qui étaient importants, j'ai fait le deuil de ma mère, j'ai eu des moments là, très, très forts de découragement sur le chemin de Compostelle, un peu comme dans la vie, qui fait qu'à un moment donné, après 5-6 jours que je marchais, j'ai frappé un mur. Tu sais, là, c'était « tu continues ou t'arrêtes ». Wow. Tu sais. Fait que continuer, ça voulait dire d'accepter la boue, d'accepter la pluie, tout ce qui était difficile là, au niveau des intempéries, mais aussi toute la façon de vivre le chemin, on ne le vit pas tout de la même façon. Et c'est ça que j'ai voulu exprimer aussi dans mon livre, c'est que je me suis aperçu que mes 2 confrères de marche, il y en a un qui ça faisait 30 ans, j'étais ami avec, en plein milieu du chemin, il n'avait plus le goût d'être ami. Fait que là,
plein milieu du chemin, tu te dis, wow, il m'en reste encore à marcher, qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête? Et là, c'est toute la démarche du lâcher-prise et de la reconstruction de l'amitié. C'est ça qui a changé, de la découverte, dans le fond, du lâcher-prise, pas juste que... Parce que je n'avais pas dans la capacité de changer la température. Il pleut. La boîte est là. Puis dans la boîte, il y avait de la bouse de vache aussi. Hein? Il n'y a pas juste... Qui date des siècles. Aussi, il s'est accumulé. Jusque... Juste une anecdote. Tu marches à un moment donné, puis tu dis, oh, je suis dans le bois, c'est pas drôle. Puis là, c'est pas large, là, puis tu as des murs de pierre à chaque côté. Puis là, tu arrives devant toi, là, c'est un troupeau de vaches. Là. Elle dit, tu fais quoi? Elle a sûrement semé quelque chose avant, avant que je passe. Mais en plus, il faut que tu trouves ton chemin. Fait que là, toute la démarche là-dedans de dire j'accepte ou je refuse. Donc, le lâcher-prise, pour moi, c'était ça qui était le plus transformant dans ma démarche et que j'ai appliqué après ça au retour. Fait que le lâcher-prise, pour moi, c'est devenu dire j'ai pas de contrôle sur les événements. Accepter que je ne dois pas avoir d'emprise sur l'autre, puis de ne pas avoir que les autres aient d'emprise sur moi. Et ça, donc, tu prends tes décisions toi-même, pour toi-même, par toi-même. Oui, et changer mon rythme de la marche. Mes deux chums, là, les autres, là, ça marchait là, rien que sur un temps. Puis moi, j'étais toujours en arrière avec les genoux qui étaient plus capables, puis plus de soleil, plus d'ombre. Hey, tu marches, tu n'as pas ton ombre. C'est pas évident, ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil dans ta vie. Fait que c'est un peu ça. Là. Puis tu nous parles de ce que tu as trouvé dur, ce qui t'a fait tuer, mais en même temps, ces épreuves-là, tu nous dis aussi que ça t'a transformé, puis tout ça. Si tu avais à le refaire, est-ce que tu changerais quelque chose ou finalement tu laisserais les choses telles quelles vu que ça t'a apporté un apprentissage? Oui, l'apprentissage a été, comme je dis, assez difficile parce que moi, je voulais tout contrôler. Moi, j'étais un gars technique, hein? Fait que j'avais tout préparé. J'avais tout préparé mes parcours dans mon téléphone. J'avais amené mon téléphone cellulaire. Ça aide. J'avais un GPS. J'étais sûr de ne pas me perdre. Je voulais, quand j'arrivais à un endroit, j'étais seul, je voulais être sûr de la gare. Tu sais, tu pars de Madrid, puis tu t'en vas, tu changes avec le train. Puis j'étais seul. À ce moment-là, j'allais rejoindre mes chums. Puis là, j'étais toute prête. Mais je me suis aperçu que je voulais trop contrôler les choses. Et le fait de vivre à trois, même si c'est des amis, je me suis aperçu que ça m'enlevait de la liberté d'agir. Et si c'était à refaire, là, je partirais seul. Seul, ça me demanderait encore, peut-être je serais trop porté à vouloir tout contrôler, mais j'ai appris que laisser la vie se présenter comme elle était là, avec la pluie, avec le soleil, c'est ça qui était important, moi, que j'avais à découvrir. Donc, ce que je changerais vraiment, c'est de le faire en solo. Wow, cette expérience-là. Ça doit être ça la base d'un pèlerinage. Tu sais? C'est justement cette espèce d'expérience-là d'apprendre à laisser aller les choses. Tu sais. Quand tu étais parti, tu parles de contrôler. Est-ce que tu avais le désir, déjà, avant de partir, d'écrire un livre sur ton expérience? Bien, moi, j'avais déjà écrit de la poésie. Tu sais, on parlait de poésie dans ton enseignement, puis moi, j'avais un recueil de poésie, puis je me disais, bon, en chemin, j'écrirais quelques poèmes. Même quand je disais qu'on marchait les pères de famille une fin de semaine par année ensemble, j'avais toujours mon petit calepin, puis je colligeais, j'écrivais des impressions, des choses. Je me suis dit, je vais emmener un petit calepin. D'ailleurs, j'avais emmené ça. Il ne faut pas emmener des affaires trop gros sur le chemin de Compostelle, parce que chaque gramme que tu mets de côté, ça te fait marcher des kilomètres. Fait que c'était important. Donc, j'ai écrit, j'ai dit, je vais écrire des petites choses. À un moment donné, tu marches, tu te dis, je ne suis pas pour sortir mon petit calepin. Fait que j'avais mon téléphone cellulaire, je faisais avec le dictaphone, puis mes impressions. J'ai écrit beaucoup de poésie aussi dans ce livre-là, en lien avec ce que je vivais, mais que j'avais dicté live, là, tu sais, vraiment en marchant. Donc, c'est ça que j'ai fait. Mais je n'étais pas parti pour dire, je vais écrire un livre. C'était juste pour me rappeler mon expérience. J'ai pris des photos, des choses comme ça. Mais quand je suis revenu, avec toute cette
perte d'amitié, hein, je disais, le deuil que j'ai pu faire de ma mère. Je me souviens, à un moment donné, ça faisait 8 jours qu'on marchait, puis à un moment donné, là, après avoir pleuré beaucoup sur le chemin parce que j'avais découvert que je ne pouvais pas tout contrôler, puis je me suis dit, hey, on continue, là. J'avais toujours une petite photo de ma mère, de son décès, avant son décès. Puis là, j'étais capable de le regarder dans une des églises qu'on s'arrêtait de temps en temps là, pour prendre le temps de souffler un peu. Puis j'étais capable de la regarder sans pleurer. Et ça, j'ai dit, ça a marqué ma vie, là, ça a marqué une étape dans ma vie. Je me suis dit, cette expérience-là de la perte de l'amitié, de la découverte du lâcher-prise, le deuil de ma mère, et aussi reconnecter avec ma famille, avec ma fille, avec mon garçon, avec ma femme, à distance, parce que je savais qu'eux autres marchaient en différé, hein? On est là-bas en décalage horaire. Pendant que moi, je dormais, eux autres, ils marchaient. Pendant que je marchais, eux autres dormaient. Mais j'ai reconnecté avec toute la famille, avec toute cette vie-là, et aussi mon expérience de travailleur. J'ai dit, non, je ne peux pas garder ça juste pour moi. Il y a quelque chose probablement à offrir à d'autres. Mais tu parles beaucoup de tes expériences personnelles à travers le deuil de ta mère, tout ça, mais en quoi le livre pourrait intéresser quelqu'un qui ne te connaît pas du tout? Est-ce que tes expériences personnelles peuvent se refléter eux aussi dans leurs intérêts, dans leur vie à eux? Oui, ça me posait question. Au début, je me suis dit, c'est peut-être trop personnel. Tu sais, on se dit, c'est un récit, oui, mais c'est pas une biographie. Est-ce que je peux aller dans ça, là? Tu sais, est-ce que ça va trouver écho chez les personnes? Et j'avoue que mon livre, il y a presque 300 pages, puis il y a peut-être 2-3 chapitres qui ne sont pas dedans. Il y a des choses plus personnelles que je me disais, non, ça, c'est dans le jardin secret. Mais dans mon expérience du lâcher-prise, tout le monde, dans notre vie personnelle, on a des expériences. Tu parlais, Marc, de ton expérience au Chic Shot, l'Avalanche. Il y a quelque chose, moi, je me retrouve dans ton expérience. Je me suis dit, dans le fait de perdre l'amitié, tu sais, même dans un couple, on doit refaire notre rythme de vie. Des fois, on a des pertes d'amitié ou d'amour, puis on doit se retrouver d'une façon. Et quand j'ai relu mon manuscrit la première fois, je l'ai fait lire à mes 2 chums, parce qu'on a reconstruit l'amitié. Le jour du tour, c'est correct que je me sens à l'aise dans ce qui est écrit. Je dis, les gens se sont retrouvés dans leur propre expérience. Hein. Et moi, ça m'a permis aussi, quand j'ai fait le lancement du livre, j'ai dit, ça, là, ce qu'il y a là-dedans, il y a des choses de mon enfance, parce qu'il y avait des flashbacks quand tu marches. Tu dis, hey, telle affaire dans ma vie, là, c'est pas réglé. Quand mon rapport, par exemple, on a eu une dépense non sollicitée là, sur le chemin, là, à un moment donné, ça nous a coûté 129 € de téléphone parce qu'on n'était plus dans la bonne zone pour nos cellulaires. Tu te dis, attends, là, ça, c'est pas prévu. Puis moi, le rapport à ces dépenses-là imprévues, j'ai dit, wow, ça fait faire des flashbacks, revivre des choses. Puis je les ai écrits dans mon livre. Puis j'ai voulu faire un petit peu la paix dans mon expérience en écrivant ces choses-là. Puis j'ai dit, lors de mon lancement, j'ai dit, écoutez, là, je pourrais mourir demain, là, vous avez probablement une bonne partie de ma vie là-dedans. Là, mon burn-out, quand j'étais à Hydro-Québec, j'en fais part là-dedans parce que j'ai rencontré un Italien sur le chemin de Compostelle, puis qui a dit, « Hey, moi, j'ai pris 3 mois de sabbatique, puis je veux reconstruire ma vie. » Là, écoute, là, je revivais ça, je disais... C'est que ça va beaucoup plus loin qu'un chemin, c'est les rencontres, c'est tout ce que tu vis, c'est ta vie au complet que tu mets dans une route quelconque, j'imagine, tu sais. Ouais, tout le monde se demande avidement, là, si c'est vrai que tous les pèlerins qui marchent sur le chemin de Compostelle là, doivent impérativement, catholiquement, faire du compostage. Ah oui! Oui! On est très... C'est bon le jeu de mots entre compostage et compostage. Ce qui est le fun, c'est qu'effectivement, on a ce regard-là sur la nature. On se dit, ce qu'on est en train de... Parce qu'on s'emmène toujours des petits lunchs, hein? On se met un petit sac, là, puis on s'emmène des choses. Puis on dit, on jette toutes nos affaires sur le chemin, puis là, on est assez
j'ai pas vu personne jeter des choses, puis ils ramassaient, même j'ai vu du monde ramasser des choses de d'autres, puis vraiment faire attention à la nature, parce que le contact avec la nature, là, tantôt tu parlais des animaux, là, toute ton expérience de ton livre, puis moi ça me faisait écho, de dire, c'est vrai que quand on est en train de marcher dans la nature, on reconnecte à notre vie aussi, et à notre environnement, et à la flore et à la faune qui nous entoure. Fait que ce détail-là, qui pourrait paraître banal, de prendre soin sur le chemin de Compostelle, on le faisait régulièrement, nous autres. On faisait attention à nos saucissons, nos morceaux de pain, parce que des fois, tu ne manges pas grand-chose, parce que... C'est beaucoup de gens, là. C'est 200 000 personnes par année qui vont marcher sur le chemin de Compostelle. Fait que j'imagine, tu sais, que veux pas comme tous les endroits touristiques maintenant, tu sais, c'est drôle, parce que c'est un pèlerinage qui existe depuis en 900. Oui, c'est ça, exactement. Tu es bien renseigné, c'est vraiment ça. Est-ce que l'écriture a été facile après? Ah! Tu sais, quand tu reviens avec tout ce véhicule-là là, que tu as mis en 2 semaines, là, ça doit être quelque chose d'écrire un livre. J'avoue que moi, je suis auteur de poésie, mais de me lancer dans un récit, c'est une aventure de Compostelle. Dans le sens que j'ai eu mal à mes rotules. Pas de la même façon, là, mais de remettre, dans le fond, en mots, les émotions. Hein? On connaît ça, c'est de remettre... et aussi de reparcourir, parce que dans le livre, au jour le jour, les gens vont être avec moi sur le chemin. À chaque jour, il y a un nouveau chapitre. Et donc, j'ai eu à revivre toutes les émotions et à revivre tous les événements. Et c'était fascinant parce que j'ai fait ça dès le retour. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que j'ai repris toutes mes photos et avec Google Earth, j'ai été capable de savoir à quelle heure, à quel jour j'étais à cette place-là. Et j'ai pu même réécrire les dialogues que j'ai eus. Puis, mais ça a été quand même un chemin de Compostelle. Et j'ai frappé un mur à un moment donné, puis j'ai dit, ça a été difficile. J'ai failli abandonner, mais j'ai été encouragé avec mes 2 autres confrères. Je lui menais à terme mon livre. Ah, bravo. Bien, bravo, Michel Bouvrette. Ton livre Un pèlerin dans la boue, qui a l'air vraiment super intéressant. Donc, c'est ce qui conclut notre 2e bloc. On va revenir après la pause avec la conclusion de l'émission. Ne quittez pas. De retour à Cause Toujours. Maintenant, nous allons passer un beau 20 minutes avec un auteur, un artiste polyvalent, qui est un voyageur qui a voyagé pendant plus de 20 ans, plus de 40 pays visités, Ugo Monticone, une dizaine de livres publiés et tout récemment, un nouveau livre intitulé Tracé de voyage, qui est comme un best-of de ses livres, donc dans lequel on retrouve 20 pays, 20 chapitres, etc. Donc un livre vraiment particulier, aussi avec de la réalité augmentée. Ugo Monticone, bonjour! Bonjour, bien là, tu as tout dit, donc je vais prendre une pause. J'aurais une question pour commencer avec toi, Hugo. Est-ce que tes expériences de voyage là, vraiment nourrissent automatiquement tes écrits? Ben, c'est pas... Tu sais, comme tu disais, j'ai une dizaine de livres publiés, mais j'ai visité plus de 40 pays. Évidemment, quand on écrit un récit de voyage, on peut pas prévoir d'avance ce qu'on va vivre. Tu sais, on peut pas prévoir d'avance que ça va être intéressant. Le but d'un récit, c'est aussi de partager notre expérience, mais aussi que ça soit intéressant pour le lecteur. Si on vit un pays que tout va bien, qu'on n'a pas d'anecdotes, qu'il n'y a rien de rocambolesque qui nous arrive, ben ça ne va pas nécessairement faire un bon récit, même si ça peut faire un voyage intéressant quand même. Le sous-titre de mon livre, c'est 20 ans d'aller détour. C'est vraiment dans les détours, dans les imprévus de mes voyages que j'ai trouvé souvent la matière à écrire. Souvent, c'est des choses qu'on n'a pas prévues, des portes qui se ferment, les endroits où on voulait aller qui sont en reconstruction, ou des voyageurs qu'on a rencontrés qui nous amènent sur un nouveau parcours. Puis c'est ça qui est le plus stimulant pour moi en voyage, dans le fond. Donc, c'est vraiment ces voyages-là les plus audacieux, je pourrais dire aussi, parce que c'est souvent des voyages que je fais en sac à dos,
où je pars pendant plusieurs mois dans des pays où je connais pas vraiment ni la langue ni la culture. Je m'en vais vraiment la découvrir. Je me place souvent comme... J'aime l'image de me placer dans la position d'une éponge, que je vais vraiment juste absorber tout ce que je vis, tout ce que je vois, les rencontres, la culture, puis après ça, je vais le traduire en récit de voyage. C'est un peu ça ma démarche, dans le fond. Partager mes voyages. Tu cherches les détours. Je cherche les détours. Ben, en fait, c'est pas que je les cherche, mais je me laisse vraiment cette ouverture-là. Tu sais, je vois des gens aujourd'hui, puis tu sais, je suis pas parfait non plus, mais des gens vraiment qui vont prévoir leur voyage des mois d'avance, que toutes leurs nuits sont réservées d'avance, leurs billets d'avion, leurs trains, leurs autobus sont réservés d'avance. Puis je trouve que ça coupe la magie des voyages dans le sens que s'ils vont à une place qu'ils n'aiment pas, mais ils ont quand même 5 jours de réservé là, sont obligés d'être là. S'ils vont à un endroit qu'il y a quelqu'un qui leur dit « Hey, tu devrais aller voir ça, c'est exceptionnel », mais ils n'ont pas d'espace dans leur horaire pour y aller. Donc, moi, ce que je fais, c'est vraiment, j'essaie d'acheter juste le billet d'avion, d'avoir l'essentiel dans mon sac à dos, puis de laisser le voyage dicter ma route, dans le fond. Ouais. Ah, ben bien. Puis tes récits de voyage, parce que j'en ai lu quelques-uns, tu les écris sous quelle forme? Tu sais, c'est-tu comme au jour le jour, ou bien c'est plus des expériences ici, des anecdotes? Oui, en fait, c'est que ça a évolué à travers le temps. Évidemment, la première fois que j'ai écrit un récit de voyage, c'était pas prévu pour devenir un livre, c'était vraiment mon journal de bord. Comme toi, tu avais un calepin de notes. Ouais. Donc, j'avais vraiment un journal de bord qui était sous la forme des jours, dans le fond, 21 juillet, 22 juillet, 23 juillet. Puis ça, c'est lors d'un voyage dans l'Ouest canadien. C'était un voyage où j'étais supposé rester juste 2 semaines. Finalement, je suis resté 5 mois. J'ai rencontré plein de gens. J'étais vraiment... je me sentais à la bonne place au bon moment. Puis j'ai vraiment commencé à écrire ce journal-là pour moi, à la base, pour me rappeler ce que je vivais là, pour me dire, si jamais je retourne puis je suis dans un blues, mais je relirai mon voyage, puis tout ça. Puis finalement, en tombant sur un livre de Jack Kerouac, Sur la route, que lui aussi a écrit un récit de voyage que j'ai dévoré, que j'ai trouvé super intéressant à lire. Mais là, après, j'ai regardé mon propre carnet de notes, puis je me suis dit, mais ça a peut-être le potentiel d'intéresser les gens. C'est là que ça m'a fait comprendre que des récits de voyage, ça peut intéresser les gens qui ne voyagent pas nécessairement eux-mêmes ou même les amoureux de voyage qui veulent découvrir d'autres places. Donc, j'ai retravaillé ce voyage-là. Mon premier livre, c'était vraiment écrit comme au jour le jour. Mais au fil et à mesure que j'ai publié des récits de voyage, j'ai commencé à les écrire plus comme des romans, dans le fond. Donc oui, c'est basé sur mes vraies expériences de voyage, mais ça se lit comme un roman d'aventure où il y a des rebondissements, des anecdotes, des rencontres. Puis est-ce que tu te permets des libertés dans tes livres, comme ça, justement, pas de tricher la réalité, mais de jouer un peu avec les faits pour aller dans le sens du lecteur? Oui, je les écris dans le sens du lecteur, comme par exemple, j'ai un livre qui se passe au Burkina Faso. Je faisais de la coopération internationale, puis on était 10 participants. Puis là, je me rendais compte qu'à toutes les fois qu'on vivait une aventure, si je voulais vraiment écrire l'expérience des 10, bien, ça me prenait, tu sais, mon chapitre, la majeure partie de mon chapitre, c'était de parler à un tel a réagi comme ça, un tel a réagi comme ça. Puis là, je disais, non, je veux pas parler de l'expérience des Québécois, je veux parler du pays. Donc, j'ai comme modifié la réalité pour faire comme ça, on était juste 2, puis de concentrer les expériences en 2 personnages, qui était beaucoup plus intéressant pour le lecteur. Donc, dans ce sens-là, je vais rendre le récit plus intéressant pour le lecteur à ma façon, ou, par exemple, si je vais écrire un livre, si j'écris un livre sur la Chine, ben si j'ai passé 6 mois, disons, en Asie, je vais pas écrire chaque jour, je vais vraiment bâtir mes récits en fonction d'anecdotes ou de points principaux qui sont plus intéressants pour le lecteur, puis enrober ça d'éléments pour donner au lecteur l'impression qu'il fait le voyage avec moi, que lui aussi se trouve sur la Grande Muraille de Chine, par exemple. Donc, il y a vraiment 2 moments dans ta démarche artistique. Il y a le voyage, le moment que tu vis, et après ça, j'imagine l'écriture après, qui peut être une réécriture ou pas une invention, mais une réécriture de ce que tu as vécu. Là. Tout à fait. C'est pour ça que quand je suis en voyage, ma principale mission, comme je disais tantôt, c'est juste d'être une éponge puis d'absorber. J'écris jamais mes récits de voyage là-bas. Tu sais, là-bas, ma seule mission, c'est de vivre pleinement, d'absorber, de voir, de m'ouvrir, tu sais, d'être stimulé le plus possible. Évidemment, je me prends des petites notes pour me rappeler des choses marquantes, mais c'est vraiment au retour, en digérant tout ça, puis en me mettant dans le point de vue du lecteur aussi, que je vais pondre mon livre puis trouver sa structure, dans le fond.
C'est intéressant, je fais du pouce là-dessus, c'est une sous-question. C'est, vu que tu mets un peu de, pas de fiction, pas complètement, mais est-ce que les gens te disent, à un moment donné, c'est-tu tout toi qui as vécu ça? Ou bien non, les gens disent, oh, t'en as mis un peu trop, c'est pas vrai? Ou, Non, ben, tu sais, c'est vraiment basé sur mes expériences. Puis, tu sais, j'ai des photos puis tout ça pour le dire. Donc, c'est vraiment pour le prouver, c'est vraiment basé sur l'expérience, mais c'est juste la façon qu'on va le raconter. Comme, par exemple, on est en train de vivre ce tournage-là, ben, Ouais. toi, tu as ton point de vue sur le tournage, Marc a son point de vue, moi, j'ai mon point de vue. Même si on décrit chacun notre réalité, on va avoir un point de vue différent. Comme je me rappelle dans mon premier livre, dans l'Ouest canadien, je parle d'une fête. Puis là, je dis, ah, c'était une super fête, on a vraiment eu du fun. Puis Ouais. une des personnes qui était là qui a dit, ah, mais non, moi, je me suis vraiment emmerdé à cette fête-là. C'est Puis je ça. dis, ben là, c'est pas nécessairement que j'ai menti, c'est juste qu'on avait une perception différente sur l'événement, tu sais. Non, tu amènes ton point de vue personnel dans le voyage. Donc, peut-être que tu vas te concentrer sur ta bulle à toi, là, donc sur ton expérience. C'est ma perception, c'est ça. sûr, tu sais. Mais c'est aussi une perception par rapport à l'autre culture. Qu'est-ce que je trouve intéressante, puis qu'est-ce que je veux partager, puis comment je peux amener le lecteur avec moi dans ce voyage-là. Oui, parce qu'effectivement, je pense que, comme tu dis, tes premiers livres peut-être étaient plus axés sur ton expérience, puis après ça, tu as ouvert encore plus à l'expérience globale du voyage et ce que tu vois, ce que tu perçois là-bas. Là. Oui, tout à fait. Puis ça a résulté en plusieurs formes. D'ailleurs, vu que j'étais en voyage, puis que non seulement je nourrissais l'écriture des livres, mais je revenais aussi avec du contenu multimédia à travers des photos, des vidéos, des sons, tout ça, parce que je fais aussi des conférences pour les grands explorateurs, mais j'ai essayé de trouver des façons de réinventer l'expérience de lecture, toujours en gardant en tête de comment faire vivre le voyage au lecteur. C'est toujours ça ma priorité, dans le fond, que Ouais. le lecteur qui lit ça, là, il a l'impression, là, lui aussi, d'être dans ce restaurant-là, puis de goûter à ce Ouais. plat de nouilles-là, etc. Donc, je me suis dit, OK, même si je fais une belle description dans mon texte, disons, d'un marché en Inde, je décris les odeurs, je décris ça, ça reste quand même dans l'imaginaire, mais est-ce que je peux venir enrichir l'imaginaire du lecteur? Pas le... Je veux pas comme limiter son imaginaire en imposant, Ouais. mais je veux venir l'enrichir. Fait que là, j'ai décidé de tester des façons d'écrire des récits de voyage, entre autres avec des livres numériques immersifs. Donc, le premier livre que j'ai fait comme ça, c'est Le Vendeur de Goyave, qui était un livre en Inde. Avec Gisèle Hanigues, une designer graphique, on a développé une application pour iPad où il y avait 170 éléments multimédia dans le livre. Donc, on lisait le livre, puis justement, on est dans un marché. Tout d'un coup, il y a des photos du marché, il y a des sons du marché, il y a des vidéos du marché. Donc, on est en train de lire le livre, puis on se sent au marché, sans nécessairement remplacer l'imaginaire du lecteur, comme je disais. Donc, dans les vidéos, on ne voit pas l'action des personnages, on voit juste le contexte. Puis j'ai continué dans cette voie-là avec Volcan, qui est Ouais, un Volcan. livre au Guatemala que j'ai développé avec l'aide d'Isabelle Gagné, Miss Pixel, qui est encore là un livre où il y avait des petites animations, des vidéos, des sons qui nous plongent au cœur du Guatemala, dans le fond. Puis là, tout ça plaisait au lecteur dans le sens que il disait, OK, j'aime lire le livre, j'aime les animations multimédia, mais j'aime pas lire sur un écran. C'est ça qui s'est passé avec mes livres numériques, c'est que les gens disaient, j'aime ça, ce contenu-là, mais lire devant un écran, c'est fatigant. C'est pour ça que pour mon dernier livre, Tracé de voyage... Parle-nous donc de Tracé de voyage. Ouais. Qu'est-ce que cette expérience, qu'est-ce qu'on retrouve dans Tracé de voyage? Ben, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte cette année, ça marque le 20e anniversaire de la publication de mon premier récit de voyage. Donc, à travers ces 20 ans d'écriture de voyage, j'ai fait un recueil qui rassemble mes 20 principales expériences en 20 chapitres sur 20 pays. Et je suis revenu au papier. Dans le fond, à travers toutes mes expériences multimédia, je suis revenu au fait que la lecture, le meilleur support pour le texte, c'est le papier. Mais je voulais pas perdre l'importance du contenu multimédia qui vienne enrichir l'expérience du lecteur. Donc, j'ai vraiment, grâce à la technologie, puis grâce à l'aide, entre autres, de Isabelle Gagné, Miss Pixel, et de Marc Sauvageau, qui fait la conception sonore, j'ai réussi à intégrer des animations en réalité augmentée dans le livre. Donc, le livre, vraiment, est composé de ces chapitres-là. Il y a des illustrations dans le livre et avec un appareil mobile, on arrive à déclencher du contenu supplémentaire qui est en lien avec les chapitres. Puis ce livre-là, ben c'est ça, c'est mon dernier bébé parce qu'il il sort maintenant, il est tout nouveau, tout frais. Puis comme Marc disait en introduction, c'est un peu comme le best-of de ma carrière d'écrivain. Je suis allé chercher comme 20 expériences marquantes
qui représente plein de continents, plein d'expériences différentes, que ce soit en haut d'un volcan ou dans une corrida en Équateur, tout ça, pour amener les lecteurs avec moi dans ce périple-là. Puis dans la réalité augmentée, là, qu'est-ce que tu dis ça l'amène quelque chose de plus? Qu'est-ce que ça l'apporte exactement là, Bien, on est vraiment parti de photos de voyage, de trames de son, d'illustrations, d'animation. Puis c'est drôle parce que dans le fond, l'animation se déroule au début du chapitre, donc les gens ont accès à l'animation, mais là, en lisant le chapitre, ensuite les lecteurs peuvent revenir à l'animation, puis là, décoder, dans le fond, l'animation. Ah oui, c'est ça que ça voulait dire quand on entendait la musique, disons, rock. Ah, c'est pour ça qu'il y a un poisson, c'est pour ça. C'est tous des éléments qui sont disséminés dans mon chapitre, qui viennent être rehaussés par l'animation. Puis ça ajoute une couche supplémentaire à l'aventure, dans le fond. Puis c'est innovateur parce que c'est le premier récit de voyage au monde qui contient de la réalité augmentée. Donc, c'est comme une façon d'explorer les différentes formes de l'écriture, dans le fond. Mm-hmm. Tu maries différents styles à ce moment-là. Moi, j'ai lu Volcan et j'ai aussi regardé sur ma tablette. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fasciné parce qu'il y a quelque chose de l'artiste en toi qui fait aller plus loin que de l'expérience papier qui est très importante, là. Mais toi, est-ce que si tu as à donner des conseils à un auteur, est-ce que c'est l'avenir, tout ça, d'aller sur le numérique ou sur la... Moi, j'aime bien que tu ailles à la fois papier et numérique. Est-ce que c'est un avenir qu'on devrait adopter nous autres aussi comme auteur? Moi, dans le fond, c'est juste une façon de jumeler tous mes différents chapeaux. Tu sais, je dirais pas que c'est nécessairement l'avenir parce que, tu vois, même la preuve, c'est que je reviens au livre papier. Tu sais, je trouve ça intéressant. Tu sais, dans le fond, c'est moi, ce que j'essaie de faire, c'est de jumeler toutes mes forces. Quand je fais en voyage, à travers cet enrichissement-là, mon but, c'est vraiment de voir comment je peux les partager, comment je peux enrichir les lecteurs ou les éditeurs, puis comment les amener en voyage avec moi, comme je disais. Mais puisque je fais des livres, mais aussi des ciné-conférences, mais là, c'est là que m'est venue l'idée de développer ces livres-là qui sont enrichis avec ces images-là, ces vidéos-là, puis tout ça. Sauf que c'est pas nécessairement la voie pour tout le monde, parce que, disons, quelqu'un qui fait pas de vidéo, ben s'il voulait absolument faire un livre avec de la vidéo, peut-être que ça apporterait pas à son livre. Donc, c'est vraiment d'y aller dans ses forces pour les écrivains. Moi, j'ai assez de jumeler mes forces pour enrichir ces livres-là, mais je dis pas nécessairement que c'est la voie d'avenir. Mais vu que c'est une première mondiale, ben, on va voir ça va être quoi les répercussions, puis comment que les gens vont réagir à ça. La réception des gens. Oui, tout à fait. Hugo, j'ai découvert sur ton site web que tu étais un grand amateur de voyage. Oui, t'as lu mon site web. Ah, t'as fait vraiment beaucoup de recherches. Un grand amateur de voyage, mais non seulement un amateur de voyage, mais aussi un amateur de chips. Ah, chips vinaigre. Les chips au vinaigre. La question que tout le monde se pose, là, vraiment, c'est dans quel pays tu n'as pas été en mesure d'en trouver? Ah, ben, j'ai effectivement une passion pour les chips, c'est dans ma bio. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que quand les gens me font venir en conférence, souvent, ils me mettent un petit sac de chips dans oublié. Fait que sur scène, fait que là, ça me fait plaisir. Mais ce que je me rends compte, c'est que dans les différents pays, il y a d'autres saveurs de chips qu'on n'a pas ici. Oui. Ouais, il y a comme paprika, puis tout ça. Il y a plein de saveurs que j'aimerais... Un jour, je vais lancer une compagnie de chips pour les apporter. Non, mais c'est vrai, puis même dans certains pays, je pense qu'il y a les mêmes saveurs ne goûtent pas pareil. Oui, tout à fait. C'est une expérience culinaire. Donc, un jour, on pourrait avoir un livre sur les différentes saveurs de chips. Peut-être. Donc, aimerais-tu mieux écrire un livre sur les chips ou faire des conférences? Parce que je sais que tu fais des conférences aussi. Oui, ben non, j'aime mieux que parler de mes voyages, mais, mais justement, là, je travaille... Tu sais, je jumelle les deux, dans le fond. Moi, j'aime beaucoup la diversité, dans le fond. J'aime pas la routine. C'est ce qui m'attire aussi à travers les voyages. On n'est jamais dans la routine, on est tout le temps en train de découvrir des choses, puis on est dans le 110% de stimulation, si je peux dire. Puis à travers mes conférences avec les grands explorateurs, bien, j'arrive à présenter les voyages, mais en même temps, ce que j'aime de ces tournées-là, c'est que justement, c'est une tournée, c'est un voyage en tant que tel aussi. Ces conférences-là pour les grands explorateurs m'ont permis de traverser le Québec, l'Est du Canada, la France, la Suisse, la Belgique. Puis à travers ces présentations-là, ça m'a amené à rencontrer plus de 80 000 spectateurs. Puis
souvent dans les petits villages. Ce que j'aimais beaucoup dans mes tournées, par exemple en Belgique, c'est que chaque village a sa bière trappiste ou quelque chose. Puis là, à l'entracte, ils me font découvrir. Puis tu sais, moi, je partage leur voyage avec eux, mon voyage avec eux. Puis cette rencontre-là devient un voyage pour moi. Donc, c'est vraiment cette stimulation-là. Tu sais, moi, ce qui m'a attiré dans les voyages, au début, c'était peut-être un échappatoire quand j'étais jeune. Je savais pas où je voulais aller, je suis parti en voyage, mais à travers ces voyages-là, je me suis rendu compte que je découvre autant sur le pays que sur moi-même. Ça m'a tellement apporté un enrichissement. Moi, ça a été comme ma plus grande école, dans le fond, les voyages. Puis, tu sais, on parle tu sais, j'ai découvert l'histoire, j'ai découvert des peuples, j'ai découvert des nouvelles langues. Il y a une expression que j'aime bien qui dit que la géographie, ça prend par les pieds. Fait que c'est vraiment en foulant, tu sais, je suis sûr que tu connais super bien le paysage, puis les villes du chemin de Compostelle, puis tout ça, c'est en y allant qu'on l'intègre. Puis c'est comme ça que c'est cet enrichissement-là que j'essaie de partager à travers mes livres, dans le fond. Ah, c'est super. On a une minute pour conclure. Donc, as-tu un petit mot, juste une phrase? Bien, je vous invite, dans ces temps-ci qui sont plus compliqués, justement pour le voyage international, bien, de continuer à voyager, que ce soit par les écrits ou par les expériences qu'on vit à travers nos œuvres littéraires à tous et chacun. Fait que c'est une façon de compenser pour le voyage géographique qui n'est pas possible. On peut voyager dans l'imaginaire, en fait. Dans les livres. Merci, Hugo. Toi, Marc? J'ajouterais peut-être à partir d'une citation d'un livre d'Hugo qui me reste toujours et que je crois qui est essentiel, qui n'est pas une expression de lui-même, mais d'un Africain qui un jour lui a dit « La vie est trop courte pour être petite ». Dans le livre La terre des hommes intègres. La terre des hommes intègres. Et puis, je dirais ça, je pense que c'est ce que tu représentes dans tes livres, là, c'est ce qu'on ressent, c'est que tu veux vivre. Puis ta réalité augmentée, ben, tu l'as justement dans tes voyages, puis tu la transposes dans tes livres et c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Je pourrais dire, pour conclure, moi, tout chemin est un lieu de rencontre. Donc, on était content de vous rencontrer, les auditeurs, et je remercie la TVCL de nous accueillir et aussi les auteurs de l'Association des auteurs des Laurentides qui a permis cette émission. Et cette heure littéraire, vous pouvez la suivre aussi sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs et aussi en rediffusion sur TVCL. Donc, cette émission qui s'appelle Cause toujours. N'oubliez pas aussi de découvrir tous les auteurs des Laurentides qui publient aussi des capsules vidéo depuis quelques mois. Donc, on vous dit à la prochaine émission pour Cause toujours.